tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, l'émission au fighting spirit irlandais assez impressionnant. Au programme de cette émission, pas grand chose au final, on a eu du mal à trouver des sujets on est quel jour? Je sais même plus, on doit être jeudi à peu près, pas de grands sujets, donc on va faire un gros débat sur la fan expérience. Voilà, on a décidé de faire un gros débat sur la fan expérience, et puis on évoquera ce match également sur OM Granville. Je pense que ça vous intéresse beaucoup. On parlera pas du tout du Villas Boas Gate. Et si on va en parler avec qui? Avec Thierry Audibert qui est avec nous. Et salut Ben, et bonjour tout le monde. Ravi d'être là, mais bon, c'est une journée difficile. Avec Fabrice Lamperti qui est avec nous, journaliste de la Provence pour la première fois. Pour la première fois, ouais, bonjour à tous. C'est un hasard que ça se passe à ce moment-là avec ce contexte. Mais tout est programmé. Mais bon, mais on va en parler avec plaisir. Dans la théorie du complot, tout est programmé. C'est la première fois, il faut qu'il monte sur la table et qu'il chante. Pas que ça. Il y aura d'autres trucs à faire aussi, plein de choses. Mourad, ça va Mourad? Ça va, en exclu mondial, on est content d'avoir Fabrice. Eh ben oui, exclu mondial marseillaise. Voilà, exclu mondial marseillaise, ouais. Donc, Non mais c'est vrai, il y a 2 jours on se disait bon alors on va parler de quoi Grande Puis finalement, l'actualité à l'OM, du jour au lendemain, ça peut basculer, tout peut basculer, c'est ça qui est... Bon, malheureusement, cette fois-ci on a quand même envie d'ajouter malheureusement. Malheureusement, mais bon, malheureusement on va en parler. Non? Malheureusement. On en parle ou on nous dit qu'il faut pas en parler de temps en temps. Alors on en parle ou on en parle pas? Parce que moi j'ai prévu un programme sur la fan expérience sinon. Écoute, moi j'y vais, j'ai pas grand chose à dire sur la fan expérience alors. Paul Aldrich, il doit nous aider à développer la fan expérience. Ouais, c'est vrai. C'est un moment marrant de la config. Mais c'est pour ça que je fais cette blague là. J'ai compris. Bon, allez, on en parle tout de suite, c'est le gros débat et c'est surtout le gros bordel à l'OM. Et oui, le gros débat cette semaine, c'est le gros bordel financier, surtout à l'Olympique de Marseille, et une nomination surprise en fait, puisqu'on a appris aussi cette semaine, en début de semaine, la nomination d'un certain Paul Aldridge. C'est un Anglais de 54 ans qui a été donc nommé comme conseiller de Jacques Henriot, notamment pour réaliser quelques transferts, vers l'Angleterre, pour essayer de trouver quelques gros sous sur le marché des transferts. Alors, je vais commencer par toi, Fabrice. Comment est-ce qu'on peut le présenter, ce Paul Aldridge? Qu'est-ce qu'on sait de lui? Écoutez, on va commencer par être tout à fait honnête avec les internautes, pas grand-chose. Même les gens qui sont dans le milieu du football, j'ai parlé encore avec des agents avant de passer sur le plateau, même eux ne le connaissent pas ou peu. Ils sont tombés des nues, comme un peu tout le monde, quand ils ont appris cette nomination. Après, on peut un peu gratter à droite à gauche et puis voir que quand même Paul Aldridge est passé dans différents clubs en Angleterre et qu'il est associé à des affaires pas très nettes, notamment les transferts de Carlos Tevez et de Mascherano à West Ham. Que son nom aussi revient dans un dossier qui peut prêter à rire aujourd'hui, mais quand Manchester City fait une offre de 80 millions de livres pour Lionel Messi sur un malentendu complet. Il était dans un bureau avec le président de Manchester City de l'époque et avec l'un des associés du propriétaire de Manchester City qui à l'époque était sous pavillon thaïlandais. Et il commence à parler, ça va pas qu'à Manchester City, qu'est-ce qui se passe, etc. etc. Et le fameux interlocuteur thaïlandais, parle un anglais apparemment avec un accent assez prononcé, et il parle dans son fauteuil, il dit ah oui, et au bout d'un moment il parle Messi. Et les 2 Anglais se regardent, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on fasse une offre sur Messi. Et donc, du coup, ils envoient une offre sur Messi à 80 millions de livres. Et Barcelone même est tombé des nues quand ils ont appris ça. Ils ont appelé le directeur de la Première Ligue pour être sûr que l'offre était véridique ou pas. Et donc, voilà, donc Paul Aldridge est aussi associé à ça, en plus de toutes les histoires sur Carlos Tevez, Javier Mascherano et la TPO, les transferts sur les différents partenaires. Voilà un petit peu le personnage qui débarque à l'Olympique de Marseille, et cette arrivée, messieurs, elle a créé un petit malaise, si on veut dire, du côté à la fois
du club, mais surtout de l'entraîneur André Villas-Boas qui s'est exprimé là-dessus, qui a réagi pendant la conférence de presse. Mourad, tu y étais. Comment ça s'est passé un petit peu ce moment-là ? C'était bizarre parce que déjà j'étais pas sûr d'y aller parce que on couvre pas toutes les conférences de presse. Enfin, on fait des lives, textes, etc. Et puis ça n'a pas un intérêt supérieur pour nous d'y aller. Et puis je me suis dit si, mais j'ai le temps, je peux y aller. Bon, j'ai bien fait d'y aller et c'était, on a senti Villas-Boas quand même très tendu. En fait, en revoyant le replay, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que même dès le départ, il est tendu. Moi aussi, c'est ce que je me suis dit. Parce qu'au début, c'est vrai que les questions sont assez basiques. On parle de la Coupe de France, je lui demande si Yoann Pelé va jouer, des choses de l'actualité, quoi, normales. Et puis au bout d'un moment, on lui pose la question sur Aldridge. Et là, en fait, c'était très bizarre parce qu'on sentait que Villas-Boas, il a ce ton aussi où, alors, il parle un très bon français pour un étranger, mais souvent, depuis le début de la saison, on voit la chef de presse de l'OM qui, à chaque fois, croit qu'il a fini sa réponse, mais il continue sa phrase, en fait. Il réfléchit un petit peu. Et là, ça a duré, mais je sais pas, peut-être 5-6 minutes où il a fait une tirade très, très longue et on a senti qu'il était très énervé. Après, je lui demande si le mercato d'hiver, même de manière générale, est-ce que c'est une bonne idée ? Il a continué un peu cette tirade dans le même sens. Donc, on sent qu'il était... il était tendu, quoi, et que c'est quelque chose qui l'a beaucoup énervé, et qu'il était pas, il y a quelque chose qui s'est passé hier vraiment, et voilà, quoi. Donc ce truc, et surtout on a senti que ça touchait à Andoni Zubizarreta, qui pour lui est quelqu'un de très important au club. Bon, exactement. Je pense que c'était ça le fond du malaise, en fait. Tu le sens un petit peu comme ça, toi aussi ? Alors, oui, ça fait partie des éléments qui ont dû déclencher son interrogation profonde et sa colère. L'OM, on le sait, c'est pas un fleuve tranquille, c'est un torrent et parfois c'est très agité. On ne voyait pas venir. Mais c'est vrai que cette nomination qui a été officiellement connue là dans la semaine, en fait, ce qui m'interroge dans cette nomination, c'est son timing, c'est-à-dire le 30 décembre, d'après ce que nous rapporte Villas-Boas. Ça correspond pile poil à l'ouverture du mercato. Et ce qu'on pense pouvoir déceler derrière sa colère, c'est l'idée que on ne va pas forcément tenir compte de son souhait de conserver l'équipe et le groupe jusqu'à la fin de la saison. Voilà, c'est clairement la menace qui plane sur un prélèvement deux membres à des prix qui ne seront pas forcément les prix que Villas-Boas pense pouvoir appliquer à ses joueurs. Clairement, ce qui l'entrevoit, et c'est une intuition que j'ai, je ne sais pas si je détiens la vérité, mais que bon, on a embauché, au lieu de fonctionner dans les règles normales, comme il l'a dit pour Porto, l'équipe est performante, les joueurs se comportent bien, il y a des offres, et on lâche le joueur au prix qu'on a décidé au départ. Le montant de sa clause. Là, on embauche une sorte de comment il s'appelle, Popo la brocante, tu vois, qui va aller sur le marché, ouvrir son par-dessus en disant ouais, j'en ai, tu en veux. Voilà, on a un peu ce sentiment-là, quoi, on va quelque part dévaloriser l'effectif et puis surtout l'institution OM à travers cette démarche-là pour juste récupérer de l'argent, quoi. Alors on va retracer un petit peu tout ce qui s'est dit, tout ce qu'a dit Villas-Boas. Il a notamment donc parlé de son avenir, il a rappelé à quel point son avenir pouvait être lié à celui de Villas-Boas. Il a aussi intimement, il a dit intimement, deux fois. Zubizarreta. À Zubizarreta, pardon. Intimement lié à celui de Zubizarreta. Il a effectivement évoqué aussi Hérault qui était venu le voir pour lui demander quel serait son sentiment en cas d'offre ou en cas de vente de ses joueurs. Et sur son avenir, là c'est la question, c'est un peu la question qui tue qui lui a été posée. On a clairement senti qu'il y avait un gros point d'interrogation peut-être sur son avenir. Donc si on reprend dans l'ordre, je vais vous donner déjà une déclaration de Villas-Boas sur l'arrivée de Paul Aldridge et sur Zubizarreta. Donc je cite, cette décision va contre ce qui a été fait de manière soudée ces 6 derniers mois
par moi et Andoni, enfin par Andoni et moi-même. Je suis à ses côtés. Est-ce que là, clairement, il se sent trahi, Villas-Boas, par cette nomination ou pas? Est-ce qu'on peut aussi faire le parallèle avec la conf de Bielsa qui se sentait trahi par les mensonges de La Brune? Fabrice. Est-ce qu'il se sent trahi? Je pense que forcément oui, quelque part. Parce que lui met en avant régulièrement, c'est pas la première fois qu'il le faisait d'ailleurs, qu'il liait son sort et son destin à celui d'Andoni Zubizarreta. Il l'avait fait quand Téléfoot était venu tourner une émission à Marseille. Et on l'avait entendu sur le sujet. Ouais, parce que forcément, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que le club revient sur le devant de la scène avec des moyens qui étaient limités cet été. Et on ne va pas se mentir, tous autour de cette table, si on nous avait dit qu'à cet instant de la saison, l'OM serait deuxième avec 5 points d'avance sur le troisième, peut-être qu'on se serait pincé pour le croire. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Donc aujourd'hui, c'est vrai que finalement, tout va bien. Ouais. Les relations sont pacifiées aussi entre la direction sportive et l'entraîneur. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à la saison dernière. Il ne faut pas oublier non plus tout ce qui s'est passé, tous les problèmes, Rudy Garcia, Andoni Zubizarreta. On ne va pas revenir là-dessus, mais il y a quand même eu beaucoup de problèmes. Là, les choses sont claires. Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas marchent main dans la main. Ils travaillent ensemble. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et là, d'un coup, eh bien, on rajoute une pièce dans le puzzle et il y a tout qui se dérègle, il y a tout qui est chamboulé. Donc, quel est l'intérêt? Et on comprend que Villas-Boas, finalement, se pose des questions et finalement affiche sa colère de manière aussi claire. Est-ce que c'est pas aussi pour clairement, c'est même plus que pour soutenir Zubizarreta quand il lit son sort comme ça avec le sien, c'est un coup une menace un peu qui brandit. Attention, si parce qu'on sait qu'il est de plus en plus fragilisé. Je pense même pas que ce soit une menace. J'ai l'impression que de toute manière, Villas-Boas, depuis qu'il est arrivé, il a ce truc de se dire je vais plus m'embêter avec des intrigues de palais. Je dis ce que je pense et puis ça plaît pas. Et il fait clairement comprendre sa position, quoi. Enfin, et sa position qu'on connaissait déjà. Donc c'est pour ça que c'est même pas une menace. On la connaissait, sa position, et il a simplement lâché ce qu'il avait sur le cœur, et je pense qu'il est dans le football depuis 15 ans. Zubizarreta, il est dans le football depuis au moins 40 ans. Donc c'est des mecs qui savent un petit peu ce que signifie ce genre de nomination. C'est un petit peu ça. Oui. C'est plus pour dire, ok, on a compris le message, mais il dit, attention. Et ça nous plaît pas du tout. Et voilà, bon, forcément il dit attention, mais il avait dit 50 fois avant, donc, enfin peut-être pas 50 fois, ok, j'abuse un petit peu, mais il avait dit... On est à Marseille. Voilà, il avait déjà dit, on le savait, et on savait qu'il était venu pour Zubizarreta, on savait qu'il avait déjà dit exactement avec les mêmes mots, mon destin est intimement lié à celui de Zubizarreta, donc c'est pas une menace. Et c'est différent aussi de la conf de Bielsa, parce que là... Bon, tu me diras, c'est vrai que ça remet tous les deux en cause. En fait, ils remettent tous les deux en cause le traitement, le fonctionnement du club au-dessus. Donc, c'est différent, mais il y a peut-être certains parallèles qu'on peut faire. Après, si je peux me permettre, il y a une petite différence avec Bielsa, c'est que Bielsa, c'était le choix de Vincent Labrune, qui n'avait plus d'autres possibilités à ce moment-là, qui sortait d'une saison compliquée, 2013-2014, tous les fusils Ligue des Champions, voilà. Et tandis que là, le choix d'André Villas-Boas n'est pas celui de Jacques-Henri Hérault, mais celui d'Andoni Zubizarreta. Donc il y a quand même une différence à ce niveau-là. Et la nomination de Paul Aldridge aussi, à mon sens, est un avertissement clair à Andoni Zubizarreta, un avertissement qui a eu lancé de manière claire. On lui reproche de ne pas avoir suffisamment vendu cet été, notamment de ne pas avoir suffisamment vendu les étés précédents. Et donc on lui dit quelque part, on dit attention, on met quelqu'un, on met un autre dirigeant. Donc si jamais ça se passe mal, fais attention à toi parce qu'il peut y avoir du changement. Mais qui a décidé de cette nomination? Parce que c'est ça un petit peu. On a l'impression que c'est Jacques-Henri Hérault. Est-ce que ça vient pas plutôt d'un Irlandais, d'un Américain avec des racines irlandaises au fighting spirit assez impressionnant? C'est vraiment une question qu'il faut se poser, parce que moi j'ai l'impression que le mec il est arrivé comme ça au milieu d'un jeu de quilles, on sait pas trop qui il est, qu'est-ce qu'il fait, à quoi ça sert. Et puis aussi, c'est vrai que du côté des médias aussi, ça a été un peu... c'est qui ce mec d'un seul coup? Il arrive et que nous on scrute plutôt ce qui se passe de ce côté-ci de l'Atlantique. Donc moi je me dis, est-ce que c'est pas McCourt finalement qui a lâché ce mec-là pour justement les raisons que tu as invoquées avant? C'est-à-dire que le gars il se dit peut-être que en effet ils n'ont pas été capables de faire des ventes, ou ça a été très difficile pour eux de faire des ventes avant, donc je les vois mal faire des ventes avant le 30 juin, parce qu'il faut rappeler que le fair play financier avait imposé à l'Olympique de Marseille de terminer avec un déficit de moins de 30 millions d'euros cette saison.
et qu'apparemment, notamment selon les estimations de l'équipe, donc c'est difficile parce que personne n'a les chiffres exacts, mais on tournerait plus aux alentours de 60 millions d'euros. Donc en effet, tu peux tabler sur te dire, bon bah ok, au mois de juin, on vend un joueur 30 millions d'euros. On l'a fait la saison dernière, ça n'a pas trop réussi. Donc est-ce que c'est pas McCourt qui n'est peut-être pas très impliqué dans la vie du club, mais qui s'est dit, ok, là il faut que je réagisse, sinon comptablement, je vais encore être dans la merde. Bah, moi, clairement, c'est ce que je pensais, en tout cas. Ton point de vue là-dessus? L'hypothèse peut être retenue parmi d'autres. C'est clair que pour l'instant, on ne sait pas. Hérault, tant qu'il n'a pas pris la parole, on ne peut pas vraiment faire de suppositions. Et j'espère que dans les jours qui viennent, il va enfin l'apprendre et qu'il va parler clairement. Parce que là, comme je disais ce matin dans mon billet, il est à poil, quoi. Enfin, je veux dire, moi j'ai la sensation que hier, Villas-Boas, il a pris le pantalon de Hérault et puis il l'a baissé comme ça. Et il dit, voilà ce qui se passe derrière, quoi. Et c'est pas beau, parce que déjà, il y a une absence totale de communication au plus haut niveau. Non, mais c'est vrai, oui, c'est une image. Moi, il a baissé le froc. Quoi. Et Jacques-Henri, si tu m'entends. Oui, il y a déjà ce problème de communication. Comment tu vas pas expliquer à tes collaborateurs les plus proches, les plus importants, tu vas pas leur expliquer ta démarche de prendre quelqu'un, pourquoi tu le fais, etc. Ils vont l'apprendre dans l'équipe. Donc déjà, c'est qu'il ça irait dans le sens où effectivement, c'est McCourt qui l'a... Enfin, non, mais si c'est une hypothèse, tu vas le dire, tu leur dis, écoutez, les gars, voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, on est dans une configuration, moi c'est ce que j'ai expliqué dans les précédentes émissions, où Franck McCourt a quand même mis énormément d'argent, que ça fait plusieurs mercatos où il demande à ce qu'il y ait des ventes, il n'y en a pas. Oui, mais il y a un moment donné où il en a très certainement marre d'attendre qu'on lui dise non, mais il vaut mieux attendre encore le prochain mercato, parce que là, tu comprends, il y a Ligue des Champions peut-être. Non, mais lui, en fait, il s'en fout de ça. Lui, il a mis 300 millions d'euros. Oui. Et il veut plus en mettre surtout. Et il y a encore un trou mais à mon avis, qu'il faut combler. Si cette hypothèse était validée, oui, comme on le dit, on reste vraiment au stade de l'hypothèse, ça signifierait une vraie reprise en main du club par Franck McCourt, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Franck McCourt, il est chez lui, aux États-Unis. Il a un empire à gérer et l'OM c'est juste une petite partie de cet empire et il s'en soucie pas de l'OM, il délègue, il fait vraiment confiance à Jacques-Henri Hérault. Donc ça signifierait que là, si jamais c'est pas Aldridge justement, parce que c'est pas sa manière de changer, de déléguer. Le problème c'est que jusqu'à présent il avait qu'un seul son de cloche, c'est celui de Jacques-Henri Hérault, puisqu'il n'y a plus de contre-pouvoir à l'OM. D'ailleurs le conseil de surveillance il composait quasiment que de proches de Franck McCourt. Et de Jacques-Henri Hérault. Il y avait un contre-pouvoir avant qui était incarné par Didier Poulmer, qui a démissionné rapidement lors d'un conseil de surveillance, on lui a dit il faut embaucher Grégory Sartic. Didier Poulmer dit non mais attendez, on a dit qu'on n'embauchait pas les joueurs dont les agents de Rudy Garcia géraient les intérêts. Ah mais si, mais Rudy Garcia en a vraiment besoin, on va le prendre. Donc quelques semaines après, ça s'est fait, quelques semaines plus tard, Didier Poulmer... sans oublier que nous, on nous a dit, attention, vous confondez tout, c'est pas les frères Boisseau qui ont fait venir Grégory Sartic, c'est Alexandre Bono qui est donc leur collaborateur. C'est Bono blanc et blanc Bono. Voilà. Mais donc ça signifierait vraiment qu'il y a un vrai changement qui se passe dans la gouvernance du club. Et donc, est-ce qu'à terme, ça ne pourrait pas avoir un impact sur la situation de Jacques-Henri Hérault, si effectivement Franck McCourt reprend la main en nommant cet Anglais? Moi, j'ai envie d'applaudir. Franck McCourt, bravo, les 300 millions d'euros, comme tu disais tout à l'heure, c'est excellent. Mais il y a un moment donné où on attendait déjà qu'il prenne des sanctions vis-à-vis de son président, lequel a prolongé Garcia, lequel a fait des investissements, on lui a laissé acheter n'importe quoi, n'importe comment. On sait tous pourquoi la masse salariale aujourd'hui a cette importance et ce poids dans la vie du club et ce boulet. Mais il y a un moment donné où il fallait peut-être réagir avant. Et s'il le fait aujourd'hui, qu'il le dise, McCourt aussi, qu'il vienne. Alors, est-ce que c'est à rapprocher aussi, parce que Hérault, ces derniers temps, n'est pas très présent quand l'équipe joue, il n'est pas là. Je me suis étonné qu'il n'était pas à Trélissa, qu'il n'était pas non plus contre Rennes. Il n'est jamais au déplacement. Le seul déplacement qu'il a fait récemment, c'était Angers. C'était en milieu de semaine. La veille, il était à Paris pour le Ballon d'Or et le lendemain, il était allé à Angers. D'accord. C'est tout. Mais Rennes, il n'y était pas non plus, je crois. Rennes, il n'y était pas non plus. Voilà, donc... Mais médiatiquement, il a complètement disparu, surtout Hérault, depuis ses dernières conférences de presse estivales du Mercato. On ne l'a pas entendu une seule fois s'exprimer. On s'en portait bien, en même temps. Donc toutes les informations qui arrivent
notamment sur l'aspect financier, et je voudrais qu'on en parle maintenant, elles viennent de Villas-Boas, qui lui a été clair dès le début. C'est le seul porte-parole de l'OM à l'heure actuelle. D'ailleurs, même Andoni Zubizarreta est hyper discret. Oui, voilà, il y a plus que Villas-Boas qui s'exprime et qui a dit dès la fin de l'été, la situation économique de l'Olympique de Marseille, elle est catastrophique. Il a dit, je ne vois pas comment l'OM va s'en sortir sans une qualification en Ligue des Champions. Voilà. Alors, il s'est exprimé de nouveau là-dessus hier, je vais le citer. Je savais que l'aspect économique du club était au-dessus de l'aspect sportif, mais il y a une chose qui aide normalement les clubs à vendre, c'est le rendement sportif de l'équipe. L'intérêt de la part du club est donc d'arriver à ses objectifs sportifs et à la fin de l'année, voir s'il faut vendre ou pas. Qu'est-ce que vous pensez de... Non, ce qu'on peut en dire, c'est que Fabrice en parlait avant l'émission, c'est que en fait, on paye encore les pots cassés de la gestion... n'importe, je sais pas quel adjectif utiliser, mais enfin grand guignolesque des 3 dernières années, parce que c'est ça. En fait, on a dilapidé des sommes d'argent incroyables et avec un pari qui était très clair, c'était d'arriver à la Ligue des Champions rapidement. Sauf que donc voilà, McCourt avec Hérault, qui était le porteur de ce projet, a dit en quelques années on va arriver en Ligue des Champions. Et qui disait qu'il assumait les risques de cette stratégie. Voilà. Hérault. C'est ça qui est bien, c'est que tu fais un pari, tu assumes les risques. Moi, on m'a appris par exemple quand j'ai perdu de l'argent comme un con en pariant sur les crypto-monnaies, on m'a dit il faut parier que l'argent dont tu n'as vraiment pas besoin. Bon voilà, sauf que McCourt, Hérault, il a pris l'argent de McCourt, il a dit attends non mais on va mettre ta maison aussi, ta voiture, on va mettre le chien, on sait jamais, il a une valeur peut-être, et il a tout bradé, et donc maintenant on est en train de payer les pots cassés de cette politique qui était absolument pas réfléchie. Et encore une fois, si on prend un peu de distance, on se dit on nous a présenté Jacques-Henri Hérault à son arrivée comme quelqu'un de très réfléchi, quelqu'un qui n'était pas dans l'émotionnel, qui allait travailler de manière méthodique. Je me souviens très bien d'une conférence de presse, méthodique. 3 ans après, waouh, tu sais, j'aurais préféré que tu travailles de manière bordélique si ça c'est la méthode, hein. Parce que là, voilà, là on en est là et donc on n'arrive pas à s'en sortir. Et après, je suis pas un défenseur de Zubizarreta parce que je pense qu'il a beaucoup de défauts, celui de s'être fait bouffer par Garcia, celui de mal gérer les ventes et d'être un petit peu aussi des fois à dire oui mais c'est dur. Bon ça j'ai un peu du mal à l'entendre, mais par contre en effet. Villas-Boas a répété plusieurs fois. En 6 mois, on a réussi à rendre ce club, l'un des clubs les plus instables du monde, stable. Et pour le moment, Zubizarreta, il a sa part du truc là-dedans parce qu'il a fait venir les joueurs et parce que Villas-Boas, sur lequel toute la stabilité repose, c'est l'homme de Zubizarreta et que les deux sont liés. Donc Zubizarreta, jusqu'ici, n'avait aucune utilité. Quand il a une utilité, on le met en danger. Bon, franchement, c'est n'importe quoi. Il a repris un sacré crédit, puisque bon, Alvaro c'est lui, Rongier c'est lui. Et c'était 2 choix forts de sa part. Pour des tarifs qui sont... Bon, Rongier quitte à pousser le bouchon un peu loin, mais pour Alvaro, ça va. Ça peut te coûter 8 millions. Oui, parce que Rongier, en plus, c'est un joueur que lui voulait prendre depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et que Garcia, vraisemblablement, n'a pas voulu. Il a prouvé, lui, pour des raisons qu'on ignore. Oui, voilà. C'est sans doute au niveau sportif. Oui, le niveau de Valentin Rongier cette année. C'est ça. Ouais. Et donc, sur ces 2 seuls choix, il y a déjà une grande partie du rendement de l'équipe aujourd'hui et de son dynamisme. Donc, il a repris du crédit. Ce que nous dit, en fait, Villas-Boas, c'est oui, les offres, elles se font en fonction des résultats et des qualités des joueurs et de l'importance qu'ils ont pris dans ces résultats. Et puis, c'est ça qui fait les ventes. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, il dit, c'est pas la peine d'aller frapper aux portes pour dire, achetez-moi celui-là, quoi. Les clubs qui veulent acheter, ils sont pas cons. Si les bons joueurs, ils savent les repérer. Il y a des histoires de réseau quand même en première ligue. T'as des joueurs qui partent. À l'époque de la Brune, t'as eu Kevin Nkoudou qui part à Tottenham sans que tu comprennes trop pourquoi. T'as eu Brice Djadjedje qui part à Watford. Personne savait. J'ai l'impression que même à Watford, ils savaient pas qui c'était, quoi. Brice Djadjedje, il était même pas inscrit dans la liste de première ligue. Même Zambo, le prix de Zambo, c'était pas un si mauvais joueur. Je disais tout à l'heure que dès le mois de septembre, à peu près, Villas-Boas expliquait déjà que la situation économique était vraiment très difficile. Aujourd'hui, il dit que l'aspect économique, c'est la priorité numéro 1 du club, plus que le sportif aujourd'hui. Ça, il le savait aussi déjà
Alors pourquoi là ça prend de telles proportions? Tu penses qu'il ne s'imaginait pas Je pense qu'il le savait. aujourd'hui qu'on allait peut-être le dépouiller en fait Il le savait déjà, mais je pense, et tout le secteur sportif doit penser la même chose, que les bons résultats de la première partie de saison, cette deuxième place, avec la Ligue des Champions qui peut éventuellement être au bout, même s'il lui a toujours martelé que c'était son objectif, mais bon, on le disait tout à l'heure, ça nous paraissait compliqué sur le papier. Donc, fort de ce crédit sportif, eh ben, je pense qu'il a dû se dire, bon, bah, c'est bon, cet hiver, ils vont me laisser tranquille, on va aller jusqu'au bout. Et comme Thierry le disait, on va profiter pour vendre peut-être en juin, on va mettre tout le monde en vitrine grâce à cette superbe saison, parce que l'année dernière, il ne faut pas oublier que l'OM avec une saison difficile, on ne va pas revenir là-dessus, tout le monde le sait, et il n'y a pas eu d'offre. Il y a eu le seul qui a surnagé, c'était Kissé Ocampos, qui est parti à Séville. Pour 15 millions d'euros, on n'a jamais pensé à le prolonger. Et après, il y a eu une petite offre pour Maxime Lopez aussi, mais rien de fou. NG Puis Gustavo, qui est parti, mais qui n'a pas, pas non plus des offres mirifiques. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que je pense qu'il se disait, ce bilan sportif va pouvoir me permettre d'aller jusqu'au bout. Or, effectivement, il a appris que ce ne serait pas forcément le cas. Et tout le monde au sportif tremble un peu parce qu'ils se savent à la merci d'une grosse offre d'un club anglais et du bon vouloir de Jacques-Henri Hérault de mener à bien à terme ces négociations. Il a dit, je cite, je n'ai aucune garantie, enfin je n'ai pas la moindre garantie qu'il n'y ait pas de vente. Voilà, c'est ça. Pas de garantie qu'il n'y ait pas de vente. Moi, ce qui me rend fou, c'est qu'on a presque l'impression que les bons résultats de Villas-Boas n'arrangent pas Jacques-Henri Hérault. Ça va l'empêcher de faire sa cuisine. Ça va quand même lui permettre de vendre un haut de joueurs parce que les performances de certains. Si on avait été 4e, 5e, ça l'aurait arrangé presque, on dirait, tu vois. Parce que là, l'autre il dit, mais moi j'ai des bons résultats, moi, monsieur. Donc les joueurs, vous ne les vendez pas. Les 3 derniers mois de Sanson, par exemple, vont peut-être lui permettre de faire une opération financière, alors que ce même Sanson n'était pas vendable cet été. En tout cas, c'était quand même l'un des principaux joueurs bankable, comme on dit, quoi. Sanson cet été. T'as essayé de le refourguer à tout le monde, quoi. Mais lui ne voulait pas partir. Lui, il voulait pas partir. Lui, il avait très tôt qu'il voulait pas partir. Ses agents bossaient, mais non plus sans être à fond, parce que le deal avec Sanson lors de sa prolongation en décembre 2018, c'est qu'il parte cet été, en juin 2020. Donc, c'est le deal qui a été conclu. Donc les gens cherchaient sans chercher. L'OM essayait un peu de mettre la pression sur les agents et sur Sanson, mais finalement, Sanson, lui, restait droit dans ses bottes. Il n'y avait rien qui lui convenait et il est resté. Parce qu'on a fait plein de fois le débat ici, se dire, le mercato, s'il y a un départ de Sanson cet hiver, est-ce que ça met en péril l'aspect sportif? On a toujours dit oui. Et, oui, on a toujours dit oui, mais il y avait une personne assise à ce bureau qui se disait, oui, mais encore une fois, Sanson, on n'a pas pu le vendre cet été. S'il y a une opportunité de le vendre cet hiver, ils le vendront parce que c'est pas sûr qu'il ait la même opportunité l'été prochain quand lui a décidé de peut-être partir. Mais tu vois ce qui est dingue parce que... Et ça c'est la politique aujourd'hui de l'Olympique de Marseille. C'est pas la mienne, mais aujourd'hui la politique c'est ça. Dès qu'il y a une offre. Dès qu'il y a un train qui passe, il faut le prendre. Il faut le prendre. Non, je me trompe ou je me trompe pas? Après, ça dépend à combien, c'est toujours pareil. S'il y a une offre qui arrive à 15 millions pour Sanson, je pense qu'il faut même pas la regarder. Même 30 aujourd'hui. Est-ce que Sanson peut pas valoir plus? Est-ce qu'avec la pénurie des millions en équipe de France, est-ce qu'il va pas se passer quelque chose en mars cet été, et du coup sa valeur va encore augmenter? Il y a plein de paramètres à prendre en considération. Si on avait dit 30 millions pour Sanson cet été, tout le monde aurait dit oui, il serait merci, parti. Il serait parti, bien sûr. Mais là, on regarde les choses de manière différente. Oui. C'est que là, aujourd'hui, première partie de est-ce saison que vous et n'avez pas peur, surtout, qu'il n'y ait pas pire que ça? Pire qu'un départ de Sanson. Ah, ça peut être deux, ouais. Ça peut être, je sais pas moi, peut-être... Sanson ou Strootman. Non, mais Strootman... Non, mais... Grégory Sertic. Non, est-ce que ça peut pas être... Ici, t'as réussi à trouver un départ qui n'en tu vois pas. Est-ce que ça peut pas être, par exemple, un Camara? Un Camara, je sais pas, quelle est sa cote? Voilà, est-ce qu'on n'en est pas là aujourd'hui? Parce qu'on dit que y a un liquidateur au club, s'il y a une offre... elle sera en tout cas étudiée avec sérieux. Est-ce qu'il est inquiet de ça peut-être aussi, Villas-Boas? Il se dit peut-être que je peux perdre un Camara, peut-être que je peux perdre, je sais pas moi, tout est vendable aujourd'hui. Malheureusement c'est ça, c'est l'histoire récente de l'OM. Rappelez-vous, Dimitri Payet quand il part à West Ham, il n'a pas envie de partir, mais Vincent Labrune a besoin de l'argent de son transfert pour enflouer les caisses. Thauvin, pareil. Thauvin, il était question qu'il parte aussi. Donc malheureusement c'est l'histoire récente de l'OM et voilà, les erreurs qui ont été commises sont encore commises de nouveau et aujourd'hui on court après ça pour essayer de réduire les déficits tout simplement. Et ce qui est terrible, c'est qu'on serait prêt, apparemment du côté de l'actionnaire et du président, à
à sacrifier l'objectif qui a toujours été affiché d'un jour faire la Ligue des Champions. On est prêt à sacrifier parce que ça peut se dérégler, hein, et si un Sanson part plus éventuellement un autre, on peut se retrouver dans une période de flottement qui fasse qu'à un moment donné, malgré l'avance que nous avons, il suffit que ça se passe mal une fois ou deux, après ça va très vite dans le football, et qu'on se retrouve en dessous de ce fameux podium, et que on soit encore à repartir l'année prochaine avec une équipe largement renouvelée et toujours pas de Ligue des Champions et l'argent qui va avec, puisque il ne s'agit pas d'aller la disputer pour y figurer de très bonne façon et de se qualifier, mais il s'agit de récupérer l'argent qui permet de bien faire fonctionner l'effectif, quoi. Mais attends, parce que il y a vraiment et tout ce qu'on dit, parce que là on est donc on traite l'actu chaude, mais on peut se dire, mais quand est-ce qu'on va arrêter de gérer ce club n'importe comment? Parce que c'est n'importe quoi, parce qu'on est tous d'accord pour dire que si tu vends un Sanson, un autre joueur, ton effectif risque d'être trop court et que tu pourrais mettre en danger un objectif après lequel tu cours depuis 6 ans. Ça fait 6 ans que tu n'arrives pas à te qualifier en Ligue des Champions depuis 2012-2013, donc ça fait très longtemps. Mais je vais me faire l'avocat du diable pour qu'il y ait un peu du débat aussi. Est-ce que l'OM n'a pas suffisamment de marge au final aujourd'hui pour atteindre cet objectif-là, pour te dire, allez, si j'en perds un de joueurs, ça peut quand même passer. Mais même, tu fais ça de manière différente. Enfin, tu fais avaler la pilule à Villas-Boas de manière différente. Pas en mettant en danger son meilleur allié au club. Pas en nominant un mec, en nommant un mec plutôt, parce que nominant c'est pas très français. En nommant un mec qui semble un peu douteux, qui fait pas plaisir. Ou, tu vois, tu fais ça de manière différente. Là, on est encore dans la gestion. Et pour moi, là, il faudrait protéger le bébé Ligue des Champions. Te dire, c'est le truc peut-être le plus précieux qu'on peut avoir depuis super longtemps. Donc ce machin-là, il va nous rapporter énormément de recettes l'an prochain. Donc aussi à long terme, l'an prochain, on va peut-être être à l'équilibre financier grâce à ça, parce que c'est des sommes énormissimes, la Ligue des Champions. C'est beaucoup plus que des ventes. Alors certes, t'as ce truc-là, mais c'est de la gestion en fait. Encore une fois, c'est de la gestion. Et encore une fois, on nous avait promis une gestion méthodique et c'est n'importe quoi. Tout dans ça est n'importe quoi. Donc c'est fatigant. Il faut protéger le bébé Ligue des Champions, quoi. C'est le plus important. Mais la Ligue des Champions ne fait plus partie des objectifs de l'Olympique de Marseille. En tout cas, si on écoute les dernières interviews de Jacques-Henri Hérault, il n'a pas dit que l'objectif c'était la Ligue des Champions déjà cette saison. Il l'a jamais dit. Il a dit ou pas? Il a peut-être pas osé. Il a peut-être pas osé. Cet été, ça fait très longtemps qu'on l'entend plus. Oui, donc, cet été, c'était pas dans les objectifs. Il a jamais parlé de Ligue des Champions dans les objectifs. Et l'interview qu'il avait donnée, donc sa fameuse interview bilan qu'il devait donner à toute la presse, une conférence de presse bilan, qu'il a finalement donnée à l'équipe, il expliquait que lui, c'était la vision 2022. Avec le nouveau format de Ligue des Champions. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter à toutes les choses qu'énumérait Mourad pour justement soigner le bébé Ligue des Champions, c'est qu'en plus, quand tu es qualifié en Ligue des Champions, tu donnes plus envie à certains joueurs de te rejoindre quand tu les contactes. Et ça, c'est... Mais là, le recrutement, faire venir des joueurs, là, on est... Bon, là, c'est loin, quoi. Il y en a qui vont partir, d'autres vont arriver. Alors peut-être qu'il y aura des joueurs qui vont partir à un certain prix et d'autres qui vont arriver à un prix moindre parce que ça sera un peu des investissements. Mais même ceux-là, tu as besoin pour les attirer de leur donner une vitrine, quoi. Non, mais bien sûr, mais puis surtout, c'est même pour rendre ton projet, concret, même si tu dois revendre le club, et ben tu peux dire oui, ben regardez, quand on a été en Ligue des Champions, quand on est en Ligue des Champions, ça rend tout ça, ça donne plus de substance à tout, le fait d'avoir participé à la Ligue des Champions, d'avoir été capable d'y accéder, je sais pas, c'est tellement une gestion catastrophique, c'est tellement une gestion de... Enfin, je sais pas comment la qualifier, quoi. C'est une gestion catastrophique. Alors, on continue là-dedans. Et incompréhensible. Incompréhensible, aussi. Et j'aimerais qu'on écoute maintenant André Villas-Boas qui a été questionné sur son avenir. Et c'est vrai que la réponse et le silence avant la réponse on dit quand même, on dit long. On va essayer de l'écouter. Et cette situation, c'était une autre question. Est-ce que ça vous fait déjà réfléchir sur votre avenir? Parce que malgré tout, si vous vous qualifiez pour la Ligue des Champions, ce qui est votre objectif, l'OM ne peut pas aller à la Ligue des Champions avec ambition, avec un effectif restreint, et si les ventes sont une priorité. Alors est-ce que déjà ça vous fait réfléchir pour votre avenir, coach?
Je dois répondre avec franchise, mais je peux pas. Pourquoi? Et l'autre question qui sont importantes maintenant que je dois faire attention. C'est un passage quand même fort, hein, non fort. De la conférence de presse. Ça en dit quoi? Ça en dit long quand même, non, sur l'avenir. Comment tu le sens, toi, Fabrice? Tu as l'impression que c'est même déjà plié, en fait, cette histoire. Je pense que c'est pas encore totalement plié, mais il y a un truc qu'il faut comprendre avec Villas-Boas, c'est vraiment un personnage à part dans ce monde du football. Il a 42 ans seulement, il a déjà gagné, il a déjà très bien vécu, gagné beaucoup d'argent aussi, même lui, il en a parlé de manière très claire dans la conférence de presse de mercredi, en parlant de ce contrat à 12 millions d'euros par an en Chine. Et il faut comprendre il faut comprendre une chose, il est venu à Marseille, il l'a dit pour la ferveur du club, pour Andoni Zubizarreta, il n'est pas venu pour l'argent. Sinon Marseille n'aurait jamais pu l'avoir s'il était resté à ses canons habituels en termes de rémunération. Il est venu donc pour ça, et puis pour ce challenge personnel. André Villas-Boas, c'est quelqu'un qui est vraiment atypique dans ce milieu-là, qui a envie de relever des paris à la fois sportifs et humains. Et donc, finalement, il a réussi. Pour l'instant, il réussit plutôt bien, mais il ne va pas rester pieds et poings liés ici s'il sent que les choses partent à volo et qu'il n'a plus de prise sur tout ça et sur tout ce qu'on lui avait promis. Donc effectivement, il nous a dit qu'il n'avait plus beaucoup d'années à entraîner, il a envie de partir. Il a envie de partir en Amérique du Sud, il a envie de partir peut-être ailleurs encore. Mais voilà, donc c'est vraiment un personnage atypique, donc on n'a pas de prise sur ce qu'il va faire et effectivement aujourd'hui on s'interroge clairement, lui aussi s'interroge clairement. Et la réponse qu'il a donnée hier me semble pas très optimiste. Ouais. T'es inquiet, toi, sur l'avenir de Villas-Boas ou pas? Ah oui, moi je pense même carrément que pour la fin de saison, son départ est acté. Voilà, pour moi, oui, parce qu'il le dit d'ailleurs un petit peu plus loin, il dit voilà, tu mets ça, et tu as à peu près une idée de là où ça va aller. Ouais, c'est vrai. Et moi, ce qui me frappe dans les images qu'on vient de voir, là, c'est l'intensité de son regard. Lorsque Flo Germain lui pose la question, il est dans un état de concentration, mais très profond, comme j'ai rarement vu un interviewé dans cette situation. Mais en même temps, beaucoup de sincérité. Beaucoup de sincérité, une forme même de souffrance à devoir se contenir, et vraiment mettre quelqu'un de cette valeur dans ces conditions-là, je le dis, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Voilà, ça ne devrait pas exister, et ça prouve que au-dessus de lui, il y a des gens qui n'ont aucune valeur, qui sont des cyniques, c'est-à-dire comme la définition d'Oscar Wilde, quelqu'un qui connaît le prix de chaque chose, mais qui n'en connaît pas la valeur, quoi. Voilà. Mourad. J'ai pas grand chose à rajouter, quoi, mais c'est Oscar, vrai. Difficile, hein. Non, mais c'est vrai que ce que tu as dit sur l'intensité du moment, c'est vrai qu'on l'a tous senti un petit peu. Il y a un truc où tu t'as été assis, tu sens que ce silence, parce que le silence il dure plus longtemps que sur l'extrait qu'on a vu là, moi c'était un peu pesant, tu dis ah ouais merde, il va se passer un truc, quoi. Bon, après il a un peu contenu tout ça, mais c'est vrai que après je pense que Fabrice tu vas confirmer, mais en tant que journaliste c'est un régal parce que il a des filtres dans le sens où il va pas dire, il se contient quand même sur certaines choses, mais en tout cas il te donne, j'ai l'impression qu'il est vraiment pas là pour tomber dans les intrigues de palais, et qu'il est là pour vraiment dire ce qu'il ressent. Et voilà, encore une fois, c'est ce qu'il a fait hier. Et moi, j'ai pas senti un espèce de coup calculé ou de machin comme ça. Et oui, en effet, je pense que. Est-ce que le timing est bon bon, on lui a posé la question en même temps, hein, mais on lui a posé la question. Oui, on lui a posé la question quel timing, sur le timing de Villas-Boas, de ses déclarations. En fait, Villas-Boas réagit tout simplement à l'actualité. Nos confrères de l'équipe parlent de la nomination de Paul Ladrich le matin même. C'est logique que la question lui soit posée en conférence de presse. Ce qui est moins logique, ce qui est moins habituel dans ce milieu, c'est qu'ils disent qu'il a sur le cœur. Notre ami Rudy Garcia n'en aurait sans doute pas dit autant. Il serait réfugié derrière, parlez-en à Jacques-Henri Hérault. Andoni. Oui, Andoni, ouais, c'est ça. Mais donc c'est ça qui est surprenant, c'est la franchise avec laquelle il répond. Et voilà, encore une fois, après on n'est plus vraiment surpris parce qu'on commence quand même à connaître le personnage, à s'habituer à sa manière d'être, de répondre, etc., etc. Mais oui, c'est quand même un peu
surprenant. Au-delà de ça, si on regarde plus loin, si on prend un peu de hauteur par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a de quoi être inquiet pour l'avenir de l'Olympique de Marseille en fait alors à moyen terme et même à plus long terme, si on a un actionnaire qui semble, alors peut-être pas vouloir se désengager, mais peut-être sur le point financier, en tout cas, qui ne veut plus mettre d'argent, qui veut vendre des joueurs un peu comme ça avait été le cas à une certaine époque de l'ère Margarita Louis-Dreyfus. Il y a de quoi être inquiet pour l'avenir, même à court terme, pour la saison prochaine de l'Olympique de Marseille. T'es inquiet toi ou pas? Non, je suis pas inquiet sur l'avenir. Alors que tout va bien, mais ce qui est dramatique, c'est que, putain, sur le plan sportif, tout va bien, quoi. Non, c'est pas sur l'avenir en tant que tel de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille traversera encore d'autres eaux, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est sur le côté, est-ce que l'Olympique de Marseille est un club de conquête ou non? Ou est-ce qu'il est destiné à naviguer sur le lac, comme ça, faire le tour du lac? Ou est-ce qu'il est fait pour prendre la grande mer, partir à l'aventure et à la conquête et à l'attaque, etc. Là, effectivement, ce qui se profile pour les saisons qui viennent, tant que l'OM ne sera pas racheté par quelqu'un de plus puissant ou de plus volontaire, de quelqu'un qui prenne vraiment les choses en main, on va faire des tours autour du lac, pendant que d'autres prendront la grande mer, quoi, c'est clair. Ouais. Et la seule solution pour toi, pour avoir un peu d'ambition de conquête, c'est d'avoir quelqu'un qui fait des petits miracles avec ce qu'il a, comme Villas-Boas est en train de le faire avec le matériel à sa disposition. Et donc, quant à ça, t'essayes de le protéger parce que là, clairement, t'es au-dessus de ce que t'espérais en début de saison. Voilà, donc t'essayes de le protéger ça. T'as un mec, Idouane, et c'est vrai qu'il l'a dit, et alors ça peut un peu faire on a apporté de la stabilité dans un des clubs les plus instables au niveau des supporters, au niveau de la presse, au niveau Après, de c'est tout. de la stabilité sur 6 mois quand même, faut pas non plus. Mais C'est déjà un beau challenge. c'est un beau challenge. C'est déjà un beau challenge, t'as 5 points d'avance, t'as l'impression que t'es en confiance, t'as l'impression que l'an prochain, si Villas-Boas il termine 5e, bon, les supporters, là, vu la cote qu'il a, parce que Rudy Garcia n'a jamais eu cette cote. Derrière, il n'y a aucune garantie que la saison prochaine, ça marche de la même façon. C'est pour ça que je demande, est-ce que vous êtes inquiet? Il n'y a aucune garantie que Villas-Boas soit encore là la saison prochaine. Exactement, Voilà. c'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de l'OM? Alors, pas l'entité du club, mais sportivement, pour l'avenir de l'Olympique de Marseille, avec un petit détail, parce que à très court terme... Si on a un actionnaire qui ne pense aujourd'hui plus qu'à récupérer une grosse partie de son investissement, sportivement, forcément, ça va être impacté. Moi, je suis pas inquiet sur la fin de saison. Je pense que vaille que vaille, ils vont réussir à tenir comme ça et à rester dans les 3. Par contre, je m'interroge davantage sur la saison suivante, sur l'avenir d'André Villas-Boas. On en a parlé un petit peu plus tôt. Je vois pas, si ça continue, je vois pas qu'est-ce que c'est qui ferait qui resterait encore à ce poste-là. Donc, ça veut dire qu'on repart encore avec un nouveau coach. Et ça veut dire que si les meilleurs joueurs s'en vont, il va falloir une vraie stratégie de recrutement. Parce que Paul Aldridge, s'il s'avère qu'il prenne vraiment de la place dans l'organigramme, est-ce que c'est lui qui pourrait aussi impulser le recrutement, essayer de faire venir d'autres personnes? Donc ça veut dire aussi un autre modèle à trouver avec cette fois une vraie stratégie, avec peut-être des jeunes joueurs, des prospects, comme on peut voir à droite à gauche, et pour pouvoir les valoriser plus tard. Et bientôt le retour du hashtag VenteOM. Non ? Oui. Qui a déjà commencé à fleurir. Bon, ça fera partie d'autres débats. On va être obligé de. Tu veux rajouter une petite conclusion? Oui, non, parce qu'on n'a pas parlé comment dire, de l'épée de Damoclès, de la sanction UEFA, du fair play financier, etc. Oui. Moi, j'aurais voulu aussi avoir un président combatif par rapport à ça, qui dénonce aussi. Il y a des clubs qui sont pas dans les clous et qui sont pas sanctionnés, qui passent au travers. Et toi, tu acceptes, tu dis merci monsieur, excusez-moi, parce que quelque part ça t'arrange d'agiter cet épouvantail-là, peut-être pour ne pas investir aussi. Parce que les clubs dont tu parles, c'est des clubs qui, alors je vais utiliser un grand mot, mais c'est pas, qui trichent un peu, tricher de manière légale. Voilà, c'est ça. Ils trichent de manière légale. Tu peux tricher toi aussi de manière légale. Non, si tu t'y prends bien, si tu apprends. Non, parce que la législation change au cours du temps, et puis qu'en plus t'es vraiment sur d'autres lièvres, quoi. Donc t'es pas sur ça à fond. Et puis. T'as un actionnaire qui a pas les moyens, surtout d'investir plus que ce qu'il a déjà mis.
Ma courte, c'est pas non plus. Ça, on ne sait pas, il était prêt à mettre 300 millions sur le Parc Chano. Voilà. Je crois que l'affaire Saint-Tropez, ça s'est pas fait. Ça s'est fait, mais il y il y a a une des restrictions. contestation. Il y a des restrictions, il y a des choses qu'il ne va pas pouvoir Enfin, faire. bon, de l'argent, il en a. D'accord, mais c'est des investissements autres, ça. On est d'accord. Là, Oui, le mais- football, c'est un puissant sans fond. Hein. Tu mets de l'argent, tu mets de l'argent, tu mets de l'argent, tu mets de l'argent. Lui, à un moment donné, il veut s'arrêter. Et ça, il aurait dû le savoir avant d'arriver quand même, un petit peu. Mais après, c'est l'un des grands combats de Jacques-Henri Hérault, c'est d'essayer de rendre le club rentable et pérenne sans le volet sportif. Ouais. C'est un peu compliqué. Et puisque tu parles du fair play financier, encore une fois, moi ça m'a fait halluciner. Ça fait 18 mois minimum qu'ils étaient en négociation avec le fair play financier. Donc si moi je peux aller sur le site de l'UEFA et avoir toutes les règles du fair play financier, je pense que Jacques-Henri Hérault et ses équipes peuvent les avoir aussi. Donc tu sais très bien, et toi tu es en négociation avec eux, donc tu sais très bien ce que tu risques, ce à quoi tu dois, la manière dont tu dois gérer le club. Et puis après, tu as une sanction, et puis tu tombes des nues. Mais non, tu peux pas tomber des nues. Ou alors tu le fais de manière... ou alors comme tu dis, tu essayes d'influencer l'UEFA d'une manière différente, machin. Mais là, tu joues, tu dis machin, oui, c'est quand même un scandale. Comment ça, c'est un scandale? T'as pas lu le petit papier, là? T'as pas lu les règles? T'étais pas là aux réunions où on t'a expliqué, machin, quelles étaient les règles? Parce que au niveau des standards du fair play financier, l'Olympique de Marseille les a, mais... c'est même pas explosé, il faudrait trouver un autre mot, quoi. On est 30 fois au-dessus des... Enfin, peut-être pas 30 fois, j'abuse encore un petit peu, mais on n'est pas loin, on doit être pas loin de 10 fois au-dessus des déficits maximaux accumulés, et on se dit, on nous sanctionne. Donc, ok, non, ce que tu dénonces, c'est autre chose, donc dénonce le mieux, parce que tu sais très bien que ça, t'allais être sanctionné si t'avais ce genre de déficit, ou contrôle mieux ton déficit avant, achète pas Kevin Strootman, contrôle mieux la prolongation de contrat de ton coach, contrôle mieux les arrivées, contrôle mieux les ventes, tout ça, c'est de la gestion, et on nous avait promis une gestion un peu sensée, et on a eu une gestion, mais catastrophique, qui est vraiment au jour le jour, et qui semble même pas comprendre les règles, qui semble même pas comprendre les règles du jeu. Donc alors, si j'ai bien compris, le hashtag qui a fleuri sur Twitter Héros d'émission, c'est toi. D'accord. Allez messieurs, on s'arrête juste là. un petit truc, parce que... un petit truc, parce que ça m'a fait penser à cet événement désastreux hier, là, de la menace de mort à Jacques-Henri Hérault. Alors ça, c'est complètement débile. Alors je sais pas qui a fait ça, mais c'est complètement débile. Il faut complètement le condamner. Il faut complètement pas faire ce genre de conneries qui... Enfin, c'est désastreux, quoi, de faire une connerie comme pareille. Et la personne qui font ça, elle mérite d'être punie. Donc réfléchissez et ne faites pas des choses complètement débiles. Parfait Mourad, merci pour cette précision et on va passer à la vraie actu. La vraie actu du moment, c'est le match face à Granville. Et ouais, c'est ça qui intéresse les gens. C'est maintenant. Allez messieurs, on va parler de ce match de l'Olympique de Marseille. C'est la Coupe de France. La Coupe de France et ces stades champêtres avec... non ? C'est à Caen. C'est Dornano, là. C'est champêtre Caen. Non, c'est pas champêtre Caen. Ça fait pas partie des plus belles ancêtres du football professionnel, mais bon. J'ai de la famille à Caen, et donc tout mon respect à Caen, voilà. Moi, j'ai un copain à Caen. Il me ramène du calva des fois. Et en plus, on va pas laisser la recette, les gars. Ça, non. On y va et on va rien laisser, hein. Bon, est-ce qu'on va le gagner au moins ce match? Bon, c'est les 16e de finale, c'est ça si je ne me trompe pas, de la Coupe de France. On a très bien préparé ce match avec Mourad qui va nous décrypter l'adversaire. Hein? Alors, l'adversaire du jour, c'est Granville. Est-ce que toute cette agitation peut perturber les Marseillais, messieurs, pour ce match-là? Tiens, Thierry. Oui. Ça peut créer un certain nombre d'interrogations inconscientes, hein, c'est pas qui peuvent effectivement altérer leur investissement. Bon, j'espère qu'ils vont le prendre au sérieux. Ils ont un beau challenge à faire, passer des tours et puis espérer aller au bout. Mais ça peut jouer, pourquoi pas, bien sûr. Un petit détail, après la conférence de presse au lance-flamme de Bielsa, l'OM avait enchaîné 6 victoires consécutives. Donc il peut y avoir un effet inverse. Tu peux un peu fédérer ton groupe. Villas-Boas tient à tous ces éléments. Je pense qu'ils doivent se sentir valorisés. Donc pourquoi pas? C'est vrai que ça peut créer en fait l'effet inverse. Ça peut surtout souder encore plus le groupe, non? Moi, je pense que cette saison, ils sont au-dessus de ça. Pour la bonne et simple raison que déjà, ils sont portés par une dynamique de folie, qu'ils savent qu'ils ont des objectifs à aller chercher et qu'ils
ils sont un peu hermétiques à tout ça, qu'il y a cette magnifique aventure commune à vivre. Et j'ai pas envie de faire de langue de bois, mais j'ai l'impression que ils sont vraiment focalisés les uns et les autres là-dessus. Après, il y a quand même un bémol à apporter. C'est que par exemple, quand il y a eu toutes les rumeurs de départ autour de Sanson cet été, même si lui très tôt a dit qu'il voulait rester, il a quand même été perturbé malgré tout. Donc est-ce que le fait qu'on sache qu'il puisse y avoir éventuellement des départs cet hiver et qu'il y ait quelqu'un qui a été recruté pour essayer de trouver des portes de sortie aux uns et aux autres, est-ce qu'un Sanson par exemple ne va pas commencer à cogiter? La question mérite d'être posée, même si c'est pas sûr qu'il joue demain contre Granville, étant donné qu'il est sous la menace d'un carton, et que peut-être que Villas-Boas va préserver certains joueurs pour éviter encore cette accumulation de cartons et cette accumulation de suspendus qui fera très mal contre Angers déjà. Et c'est les 15 jours qui viennent qui posent problème, parce qu'une fois que le mercato sera fermé, je pense que... C'est la différence avec Bielsa d'ailleurs, quand il fait sa conférence de presse, où le mercato est fini. Donc là, en plein mercato encore, il ne se passe pas grand-chose, et on sait que les Anglais, généralement, en plus, passent à l'offensif lors des derniers jours et des dernières heures du mercato, donc méfie. Alors, on va pas jouer sur une pelouse dégueulasse, mais on va... Je sais pas dans quel état est la pelouse de Caen. Parce que la pelouse de Rennes, sur une pelouse dégueulasse. On ne sait pas. On va arrêter de parler de la pelouse. Ce sera pas pire que Rennes en tout cas. Voilà. Exactement. Ce sera pas pire. Par contre, est-ce qu'on peut souffrir comme face à Trélissac, vous pensez? Parce que ou est-ce que ça y est, ce match de reprise est passé. Il y a eu Rennes. Même si Rennes, Marseille, la deuxième mi-temps a souffert aussi. Vous le voyez comment vous? Ce match de Coupe de France, il faut être un peu de vin, mais bon, voilà, c'est le match de Coupe de France contre des clubs amateurs. Il y a toujours ce risque de. Si on ne prend pas un but bête à la 19e seconde, ce qui devrait arriver une fois tous les 15 ans, quoi. Donc je pense que l'on est tranquille pour quelques années. Plus qu'une fois tous les 15 ans, parce que le but qu'on se prend contre Carquefou, là, j'ai revu, parce qu'après que j'ai vu celui de Yoann Pelé, je me suis dit, Carasso n'est pas complètement coupable, mais bon, il a fait une sortie un peu un truc casquette, à la Walligan quand même. Donc. Comment vous le sentez, messieurs Morad? Je sais pas, franchement. Je sais pas, et c'est toi qui a noté la question, je te signale. Peut-être que les autres invités. Je sais pas, on arrête l'émission, bordel. Non, mais ça peut toujours être dangereux, ça peut toujours être difficile. C'est difficile. Après, si les joueurs ont envie de faire passer un message et de montrer qu'ils sont tous derrière Villas-Boas. On termine à 9-1 comme contre Bourg-en-Bresse. Non, 9-0 même on avait fait contre Bourg-en-Bresse avec Garcia en janvier. Il est bon contre Bourg-en-Bresse, Rudy. Oui, mais cette saison, c'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts. On va passer à la compo, alors plutôt. Au niveau des moi je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet pour la bonne et simple raison que Villas-Boas a bien reçu. Villas-Boas, ces joueurs ont bien reçu l'avertissement face à Trélissac. Je pense qu'ils en ont tenu compte et que ça passera. Ça passera. Bon, si c'est évidemment en cas d'élimination, vous me le ressortirez. Mais bon, ça va. Et ça peut être un objectif, ça ou pas vraiment pour eux, ou l'objectif, tout le monde va être surtout focus sur cette Ligue des Champions. Je pense que dans un coin de leur tête. Alors je pense que parce que là au tirage on est bien pour l'instant. Voilà, donc si tu te match dis après match, tu t'investis à fond sur le match et puis tu vois après ce qui se passe derrière, bien sûr. Tu montes le curseur au fur et à mesure. Je pense que c'est dans leur tête, je pense. Oui, ils ont envie, Villas-Boas le dit aussi régulièrement, ils ont envie d'aller le plus loin possible. Après, ils seront tributaires comme toujours. Du tirage au sort, tu prends le PSG au parc, un huitième de finale. Comme souvent. Voilà, tu sais que les choses se compliquent sérieusement. Mais de l'autre côté, c'est vrai que c'est une deuxième partie de saison où il n'y a pas beaucoup de matchs, il n'y a plus de Coupe de la Ligue, il n'y a évidemment pas de Coupe d'Europe. Donc c'est vrai que la Coupe de France peut te permettre aussi de maintenir tout le monde sous pression et d'essayer de tirer le maximum de tout le monde. Et tu seras forcément tributaire aussi des éventuels départs au mercato, parce que si tu perds un ou deux joueurs, je pense qu'il faudra faire all-in sur la Ligue 1 et puis vraiment aller chercher cette Ligue des Champions. Donc après, bien sûr, moi j'adore la Coupe de France et j'espère que l'OM va aller la chercher, mais voilà, faut pas vendre. Allez, la compo de l'Olympique de Marseille, des changements, vous voyez beaucoup de changements sur cette rencontre ou pas? Il a donné peut-être Yoann Pelé, alors fais gaffe au but de casquette, parce que... Yoann Pelé, il mériterait, non? Ou pas? Par rapport à ce qu'il a fait au match aller, et tu te dis en plus... Au match aller, quel match aller? Au match aller. Qu'est-ce que je raconte, bordel? Voilà, ça me dit que c'est une question délicate, n'empêche, en conf, il se pose la question, le coach. Ouais. Et est-ce que cette séance de pénalty peut pas l'inciter à le remettre? C'est une question aussi, ça, non? Sur séance de tir au but, parce que pénalty, c'est dans le jeu. Il a décidé de me reprendre. Décidé de faire chier. Avec juste raison. Avec juste raison. Donc j'accepte.
Non, ça peut Moi, je pense qu'il va faire un petit peu tourner, pas beaucoup, justement, après l'avertissement reçu contre Trélissac, mais qu'il va forcément tenir compte aussi des avertissements qui s'accumulent et qui vont l'handicaper dans les prochaines semaines, qui ne va pas prendre de risques superflus avec un Steve Mandanda qui apparemment se ressent encore de sa douleur à la cheville, avec un Dario Benedetto, on a vu, un peu fatigué, un peu touché aussi à Rennes. Donc je pense qu'il ne prendra pas de risque avec tous ces joueurs-là. Et après, d'un autre côté, il n'a pas non plus un effectif pléthorique, donc les solutions vont s'imposer d'elles-mêmes quasiment à tous les postes. Strootman devrait revenir en milieu de terrain. Oui, déjà. Tchaletatsar est sous la menace d'un carton jaune aussi, donc il risque d'aller sur le banc. Sanson, c'est ça Sanson, Tchaletatsar. Donc ça serait plutôt Lopez, il y a des choses comme ça. Et puis tu mets Camara derrière, Strootman au milieu, quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça. Après devant, est-ce que Germain, Radonjic à droite Ouais. Devant, on reste comme ça, Mourad, avec un Benedetto qui Benedetto, il a l'air d'avoir envie, d'avoir besoin de se reposer quand même. Je l'ai trouvé très fatigué. Vous voyez Benedetto un petit peu sur le repos? Ouais, parce qu'il a mal aussi, il s'est fait mal à la cheville à Rennes. Ouais. Il a l'air un peu à bout de souffle, donc je pense que sur ce match-là, puis voilà, comme on le disait, il ne faut pas se tromper d'objectif. Effectivement, la Coupe de France est importante, mais il y a la Ligue 1 et il y a Angers qui se profile très rapidement avec 3 absents majeurs pour ce match-là. Ouais, donc Payet, tu le mets sur le terrain parce qu'il est suspendu contre Angers, donc et en ce moment Payet il peut te faire gagner des matchs à lui tout seul. Donc on va mettre Payet et puis on verra après aussi sur Payet. On est dans la tendance Paris aujourd'hui. Messieurs, on arrête là sur ce match de Granville et on va très rapidement évoquer les résultats de Ligue 1 d'hier soir parce qu'il y a eu 2 matchs en retard. Rennes, 3 je crois, non, il n'y a pas eu 3 matchs. Il va me reprendre encore. Ouais. En même temps, je fais de l'à peu près. Je fais de l'à peu près ou pas? Je fais de l'à peu près. Il y a eu 3 matchs. 3 matchs. C'est lesquels? C'est Nîmes-Rennes, donc 1-0 pour Rennes. Monaco PSG. Bouge pas, on va en parler tout de suite. Allez, lance le générique, on y va. Il y a eu 3 matchs, messieurs, hier soir et on va en parler tout de suite. Rennes, Paris et Amiens. Amiens qui a pris un point face à Reims. Allez, donc une victoire du Paris Saint-Germain face à Monaco, une large victoire, 4-1. Une victoire de Rennes à Nîmes, 1-0, ou 0-1 plutôt, on dit 0-1 parce que sinon il va me reprendre. Et Amiens donc qui a fait match nul contre Reims. Voilà les 3 résultats d'hier soir. Alors messieurs, est-ce qu'on joue toujours le titre? Joël Cantona qui était là et lui il était persuadé qu'on allait aller jouer le titre et j'étais déjà le rabat-joie donc moi je m'étais... C'est bon, on sait jamais, si Monaco s'impose contre Paris, on sera plus qu'à 5 points. Oui, si ça avait été dans ce cas-là, oui, on aurait commencé un petit peu à se dire... Toi aussi, tu aurais peut-être basculé dans le camp. Tiens, on sait jamais, mais tant que cette année, ils vont jusqu'en demi-finale de la Coupe d'Europe, tu vois, mais non. Non, bon, c'est un bon résultat pour l'Olympique de Marseille, du coup, là, on a une équipe de Monaco de voir cette équipe de Monaco qui rechute au final et un écart qui est maintenu. Oui, c'est bien à ce niveau-là que l'écart est maintenu. Après, moi quand même, je pense que Monaco va rester dangereux jusqu'au bout. Ah, tu penses encore? Je pense qu'ils vont faire une superbe deuxième moitié de saison avec le nouvel entraîneur espagnol qui vient de débarquer, avec quand même cette qualité qu'il y a dans l'effectif entre Ben Yedder, Slimani, Bakayoko, Fabregas qui apparemment peut commencer à redevenir par moment lui-même, Keita Baldé, Gelson Martins. Voilà, je pense que si Moreno arrive à mettre tout ça en musique, comme ça semble être le cas, ça peut faire mal. Après, l'avantage, c'est quand même cette avance. Il y a une avance très confortable. On peut peut-être revenir sur la 3e place. Ce qui est plus inquiétant, ce qui est plus dérangeant, c'est le succès de Rennes à Nîmes hier soir. La victoire de Rennes. Chiant, que j'ai regardé parce que... À Nîmes. Et finalement, une équipe de Rennes qui s'accroche, qui veut pas qui s'accroche, qui veut pas se laisser distancer. Vous êtes, par rapport à cette équipe de Rennes, vous êtes comment? Vous êtes plutôt tranquille ou pas? Tiens, Mourad. C'est pas tranquille. Enfin, Rennes, dans tous les cas, c'est une bonne équipe de Ligue 1, composée de bons joueurs de Ligue 1, avec un coach qui fait du très bon travail avec le matériel à sa disposition. C'est ça. Après, comme je le dis avant de les jouer, à part Camavinga, quel joueur aurait sa place à l'Olympique de Marseille et de Rennes? Je pense très peu. Donc, c'est pas une équipe qui me fait très peur au niveau de son potentiel joueur. Par contre, en effet, au niveau de la dynamique, peut-être au niveau de ce que le coach peut faire,
je sais pas, il faut s'en méfier, mais encore hier, donc ce match à Nîmes, ça n'a pas été un beau match, quoi. Il y a eu très peu d'occasions, ça a été assez ennuyeux. Il marque un superbe but d'Adrien Huignou qui avait fait un match jusque-là désastreux, il était nul, mais vraiment nul, et puis il reçoit un ballon, il place une superbe volée. Donc très bien, Nîmes a dû se priver de Briançon, son capitaine, et puis de Ripard, son vice-capitaine en début de seconde période, donc en plus Nîmes n'est pas non plus verni. Je sais pas, Rennes m'impressionne pas, vraiment, c'est ça. Rennes m'impressionne pas à aucun niveau, mais Stéphane fait du très bon boulot. Il fait un peu ce que Villas-Boas fait à l'OM, c'est-à-dire qu'il fait le maximum avec ce qu'il a. Donc, faut les garder dans un coin de la tête, mais c'est pas. Voilà, Monaco, j'ai du mal à y croire, mais pourtant au niveau du talent, je me dis. Eux, ils me font peur au niveau du talent, parce qu'ils ont un talent incroyable, vraiment. Même Golovin, qu'on n'a pas cité, Golovin, un joueur aussi, exceptionnel. Et Glick, il a fait un très bon match au Parc des Princes. Un peu. Ouais. Voilà, donc. Il y a 5 points aujourd'hui qui séparent l'Olympique de Marseille de Rennes. Toi, tu les vois déranger l'Olympique de Marseille? Non, moi je suis comme Mourad, ils ne m'impressionnent pas les Rennais. Non. Ouais. Bon, ils ont battu Nîmes, bon. Pas très difficile en ce moment. Non, je suis pas impressionné. Je pense qu'ils auront des petites montées d'adrénaline, des rechutes. Enfin, je les vois pas réguliers en tout cas et pas suffisamment pour nous menacer. Rennes menaçant, non, pas plus que ça. Écoutez, moi j'étais à Rennes là, vendredi dernier pour le match. Donc effectivement, Rennes peut s'en vouloir de ne pas avoir acheté le point du match nul, mais bon. Ils n'ont pas non plus poussé comme des malades pour essayer d'arracher la victoire. Mandanda fait 1 ou 2 arrêts, mais rien de fou non plus. Donc non, Rennes ne m'inquiète pas plus que ça, d'autant que le calendrier dans les 3 prochaines journées, on parle beaucoup de celui de l'OM avec Angers, Bordeaux et Saint-Etienne, mais celui de Rennes est pas mal. Ils vont jouer un derby contre Nantes qui est toujours particulier. Ils jouent Paris et je crois qu'ils jouent à Lille aussi. Donc quand même, le calendrier des 3 prochains matchs de Rennes, il est sacrément costaud également. Alors si j'ai bien compris, Rennes n'est pas menaçant ici, Rennes n'est pas menaçant ici, Rennes n'est pas menaçant ici, Monaco n'est pas menaçant ici, Monaco n'est pas menaçant ici, Monaco n'est pas menaçant ici. Je m'en fous. Donc, on peut vendre au mercato, quoi, si personne n'est menaçant. Si vous avez bien suivi, les gars. Non, mais ce sont des équipes sur lesquelles t'as pas peur, comme l'a dit Thierry, j'ai pas peur de Rennes, voilà, mais... si ça commence à aller mal à l'OM et que Rennes reste régulier, parce que par contre c'est vrai qu'ils ont eu quand même des grosses périodes. Ils ont eu une période de 2 mois là où ils ont pas gagné un match. Après Stéphane était au bord du licenciement. Aussi, voilà. Donc c'est vrai, mais ils semblent quand même avoir retrouvé une sorte de régularité. Donc voilà, il faut pas faire n'importe quoi. J'ai pas peur du moment que l'OM ne fasse pas n'importe quoi. J'ai vraiment pas peur. Et même, je l'avais dit avant les vacances, même si on fait une seconde partie de saison à la Bielsa, c'est-à-dire où on fait 28 points. Pour moi, on sera en Ligue des Champions. Mais voilà, si tu fais moins qu'une trentaine de points, vu que Villas-Boas avait un peu moins de points que Bielsa, il faut qu'il fasse 30 points. À mon avis, il faut faire 30 points. Donc voilà, si tu fais tes 30 points, à mon avis, tu es sur le podium et il y a potentiellement peut-être une équipe qui peut te dépasser, mais pas 2. C'est mon avis. Allez, messieurs, on s'arrête là. Merci beaucoup, Mourad. Merci beaucoup, Fabrice. Merci, Thierry. Merci à vous. Et merci à tous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'oubliez pas les 50 000 abonnés. Dès qu'on les atteint, on vous offre 2 abonnements. Donc, cliquez sur le bouton par ici ou par là. Envoyez des SMS, des MMS, des machins. Envoyez 50 000. Parce que dès que c'est atteint, et on n'est pas loin, ça va vite, les gars. Ça va très, très vite. 2 abonnements pour vous en virage la saison prochaine. Et on rajoutera des choses. On rajoutera, par exemple, regardez. La télécommande. Je l'ai retrouvé. Web Nation. Web Nation, il est là. C'est à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà. De l'autre côté. Et ça, c'est collector parce que ça n'existe plus, les gars. Donc, on peut l'offrir aussi. C'est beau, hein. Allez, messieurs, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Prochain débat foot Marseille, ça sera lundi. Ciao, ciao.